Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la troisième partie de cette émission de géopolitique sur Belgocam 21 TV. Je suis accompagné, comme vous le savez, de notre consultant maison, M. Etoga Messina, qui est un expert en communication et marketing. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir, et c'est tout un honneur que d'être présent ici sur cette chaîne qui ne fait que porter ma voix au-delà des frontières. Revenons sur la guerre éclair, des sanctions contre la Russie de M. Poutine. M. Poutine dit que l'Occident ne s'attendait pas à rencontrer une telle insubordination. L'hégémonie occidentale est-elle réduite à sa plus simple expression? À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, non. L'hégémonie occidentale ne saurait être réduite à sa plus simple expression à l'heure actuelle. Peut-être dans un avenir proche, on peut supposer ainsi. Parce qu'il y a déjà des discours qu'on ne sait pas par le passé, qui commencent à émerger, tels que des grandes autorités d'ailleurs, le président, le ministre des Affaires étrangères russe qui parle d'une multipolarité. En Chine, on intègre déjà ce concept-là en termes de multipolarité. En Afrique, il y a le concept de diversification des partenariats. Donc c'était déjà même le soubresaut de cette révolte à l'endroit de cet hégémonisme occidental et dont le suzerain états-unien est le patron. On voit bien que cet hégémonisme-là est en ballottage et donc à l'heure actuelle, je me répète, c'est difficile de dire qu'ils sont réduits à leur plus simple expression. Non, ils ont les moyens nécessaires pour renaître. Mais est-ce que aujourd'hui le multipolarisme qui est proposé aura le contrepoids nécessaire pour annihiler les efforts qui seront fournis par les acteurs de l'unipolarisme, les États-Unis, la communauté internationale, et tous ces pendants tels que les institutions de Bretton Woods, pour supporter une fois de plus l'émergence de cet hégémonisme occidental sur les États faibles. Le monde est quand même cruel. Hein? Il est quand même cruel. Parce que quand vous lisez, vous vous rendez compte que le monde est subdivisé et les États sont catégorisés en castes. Il y a la caste des plus forts, la caste des moins forts, la caste des plus faibles. Des faibles et la caste des plus faibles. Même dans la famine, l'OMC, les pays qui ont une suffisance alimentaire, les pays qui vivent bien, qui respirent bien, où on vit bien. Mais ce monde est vraiment cruel. Et ce qui a fait naître cette cruauté, ma foi, c'est cet hégémonisme occidental qui organise des actions pour la satisfaction des besoins et des désirs des populations de son pays, de leur continent. Quand on regarde le continent, on fait un regard pour voir comment l'hégémonisme se manifeste au niveau de l'Afrique. Vous voyez que nous-mêmes, nous participons à notre propre embrigadement dans cette histoire qu'on appelle l'hégémonisme-là. Il n'y a pas une révolte qui permettrait à ce que les populations sortent de cette idéologie expansionniste. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'arroger
cette course à leur intérêt? C'est de bonne guerre. J'ai pas condamné ce qu'ils font. J'ai pas condamné ce qu'ils font. Mais c'est la manière avec laquelle ils articulent leurs actions qui pose problème. Quand vous avez la question du franc CFA qui taraude les chancelleries africaines, au niveau même de l'ONU, ils ne sont pas sans connaître que le franc CFA est une monnaie nazie. Si au niveau de l'Union européenne, ils savent bien que le Cameroun utilise le franc CFA, qui est une monnaie nazie. Je pense qu'ils ne considèrent pas le franc CFA comme une monnaie nazie. On peut considérer le franc CFA comme une monnaie dépassée. Ça, c'est un euphémisme pour considérer encore une fois de plus, pour écarter ce vocable qui est fort et qui impacte la conscience, quant à ce que ça nous rappelle cet asservissement, cette négation de notre humanité. Le franc CFA nous nie la capacité de construire une économie. Or, qu'est-ce qui fonde le développement des pays européens? C'est leur capacité, peut-être on en parlera, c'est leur capacité à battre monnaie. Or, nous, on nous nie la capacité à battre monnaie, parce qu'il y a une autre question qui se posera. Justement, la valeur de la monnaie. Ouais, justement, revenons sur un propos du président Poutine qui dit ceci. Mais il faut insister sur ce dernier point. On ne peut nourrir personne avec du papier. Il faut de la nourriture. Ces capitalisations surévaluées ne peuvent chauffer personne. Il faut de l'énergie. Allons-nous vers un nouveau mode de vie en Europe? Le nouveau mode de vie, il a commencé. Il est même déjà en action. Il y a une lecture, et elle est la mienne d'ailleurs, parce que en France, on vous parle de la rationalisation de l'énergie, de la sobriété énergétique. C'est pour faire naître de nouveaux types de consommation qui sont influencés par l'action du président Poutine en Ukraine, parce que le ravitaillement en gaz et tout ce qui va avec devient impossible. La Chine, qui se ravitaille du pétrole russe, est tentée de ne pas faire des livraisons dans le dos de la Russie. On va dire le blanchiment du pétrole. La Chine ne veut pas blanchir le pétrole russe. Et donc, les nouveaux comportements vont nécessairement émerger. La France a commencé avec le concept de sobriété énergétique. Ici en Belgique, je présume qu'on est encore un peu épargné parce que les livraisons de gaz viennent d'un autre pays qui est aussi bien fourni. Mais on sera impacté, quoi qu'il en soit, parce qu'on fait partie de l'Union. Toutes les solutions seront mises sur la table pour fragiliser l'influence russe, pour sortir l'influence de la Russie des économies occidentales, telles que le veut les États-Unis. Et donc, les États-Unis ont un boulevard pour transporter leur gaz liquéfié, pour renflouer les réserves européennes et se faire un pactole de magie de malade. Mais Poutine poursuit dans ses propos en disant que la guerre efface toutes les dettes. La guerre en Ukraine effacera les dettes de qui? C'est la grande question. C'est la grande question. Mais quand on regarde de près, ce n'est pas la dette de l'Ukraine qui serait effacée. Parce que la dette de l'Ukraine se creuse. Les réceptions d'armes, ce n'est pas des prêts. Il va falloir que l'Ukraine paye. Et donc, ça efface la dette naturellement du suzerain. Le suzerain, c'est une manne qui lui tombe du ciel pour renflouer ses caisses et ne pas utiliser la planche à billets. Tout simplement. Mais maintenant, est-ce que cela est vraisemblable? Si le président Poutine l'a dit, ben, c'est le suzerain tout simplement. Il ajoute ceci.
La Russie a conscience de sa responsabilité envers la communauté mondiale et fera son possible pour ramener cette tête brûlée à la raison. De quelle tête brûlée fait-il allusion? Les Yankees. Il n'a pas voulu utiliser le mot Yankee. C'est les États-Unis. Ici, c'est un discours taquin, c'est un discours provocateur, c'est un discours qui essaye de remettre chacun à sa place. Et comment va-t-il les ramener à la raison? Bon, il a ce qu'il a appelé Satan 2. Il a l'arme nucléaire, il a beaucoup d'autres leviers sur lesquels il peut peser pour les ramener à la raison. Maintenant, est-ce que les États-Unis entendront raison de ce que leurs intérêts ne sont pas au-dessus des intérêts des autres? Voilà la grande question. Revenons sur l'arme nucléaire. Est-ce que l'arme nucléaire ne fassera pas des pays comme la Belgique, les États-Unis de la surface de la Terre? Parce que si les deux pays se mettent à lancer des armes nucléaires, est-ce que nous ne serons encore susceptibles? Une fois de plus, quel est l'intérêt que ces États-là ont à utiliser l'arme nucléaire? Ils n'ont aucun intérêt. Donc pour moi, la guerre nucléaire n'existe pas. J'ai envie de dire jamais, mais on ne dit jamais, jamais. Non, tous ces spécialistes qui évoquent le fait d'une arme nucléaire, c'est juste pour le buzz. C'est pour le buzz, c'est pour faire peur. C'est une communication propagandiste. C'est juste pour faire peur. Quel est l'intérêt qu'ils ont à utiliser l'arme nucléaire? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils sont en discussion des intérêts d'existence, c'est vrai. Pour la Russie, j'entends. Intérêt d'existence de leur langue, de leur culture. Mais est-ce qu'on va utiliser l'arme nucléaire pour tuer l'existence d'une culture qui n'est pas... dont on essaye de préserver notre culture à nous, mais on va tuer la culture des autres? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que la Russie est à ce niveau-là. Et je ne crois même pas qu'ils rêvent d'utiliser cette arme-là. C'est juste de la propagande pour faire peur qu'on l'a et on est capable de l'utiliser si besoin s'impose. Mais maintenant, quand est-ce que le besoin va s'imposer, c'est à eux de définir. Sur l'aspect sociétal, M. Poutine parle du genre. Indique que le genre ne correspond pas à l'avenir de la Russie. Est-ce que c'est un appel au peuple pour la sauvegarde des traditions? Si on était ici en Occident, on qualifierait ce discours d'homophobe. C'est le mot qu'il faut utiliser. Et dès que je l'ai dit, tout est clair. La question du genre implique ici la préservation de l'humanité. Et qui dit préservation de l'humanité dit naturellement préservation de nos intérêts, préservation de la culture, préservation de la continuité de l'existence. Et donc, si il était ici en Occident, ce discours serait traité d'homophobe. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Il n'est pas traité d'homophobe en Russie? Je doute fort, parce que la loi russe interdit cette pratique. Ils sont dans une logique, c'est l'orthodoxie qui régente la spiritualité là-bas. Et qu'est-ce que dit l'orthodoxie? Ils sont des forts croyants. Et donc, qu'est-ce que dit l'orthodoxie sur cette question-là? Je n'ai pas trop creusé, mais je crois que c'est honni. Et en plus dans son discours en disant que la dictature des élites occidentales, la négation profonde de l'humanité, la subversion de la foi et des valeurs traditionnelles, l'allusion à un satanisme pur et simple, les faux prophètes, c'est purement un passage que l'on retrouve dans la Bible. Le monde tourne-t-il en l'envers? Je vous le répète, si avait été, ce discours avait été produit ici, en Occident, ce discours est qualifié d'homophobe. Parce qu'ici, il remet en question la liberté des autres peuples qui se veulent libres d'exercer leur amitié
avec le même genre qu'eux. Ouais, Et donc, il parle ici de la subversion de la foi aussi. mais la subversion de la foi, justement, si on interroge la religion orthodoxe sur cette pratique-là, je pense que c'est la subversion de la foi. Donc, en d'autres termes, l'homosexualité n'est pas autorisée Du tout. Il y a un documentaire dernièrement qui montrait à quel point ils sont pourchassés, comme en Tchétchénie. Ils sont pourchassés, ils sont bastonnés, ils sont privés de liberté, privés de parole. Ça ne pourrait pas être considéré comme une atteinte aux droits humains? C'est une atteinte aux droits humains en l'heure actuelle, ouais. Et donc, est-ce que les États-Unis, maintenant, qui ont cette force de transformer les souverainetés telles qu'elles entendent, est-ce qu'ils vont se déporter au niveau de la Russie pour dire que vous ne respectez pas les droits de l'homme et donc on va vous frapper? Voilà la grande question. Est-ce que ils vont essayer de manager parce que Poutine a l'arme nucléaire? Toute la grande question. Mais vous savez bien que la préservation des droits de cette communauté-là est fondamentale dans la question des droits de l'homme de nos jours. Et donc, si Poutine remet cela en question, et il sait bien l'assentiment au niveau qu'il aura, la portée de ce discours qui retentira en Afrique, elle est énorme. Et donc, c'est une fois de plus un positionnement idéologique très puissant qui essaye de ramener les peuples qui pensent de la même manière que lui à se mettre ensemble pour combattre l'unilatéralisme qui produit les effets que nous avons aujourd'hui. Ah ouais, il parle de l'allusion à un satanisme pur et simple. C'est des mots forts qui viennent d'un président qui connaît bien de quoi il parle, j'ai envie de dire. Mais il n'a pas expliqué s'il avait été confronté à ces événements-là où... Bon, c'est un homme de pouvoir, donc il connaît raisonnablement ce qui se passe. Et ma foi, s'il le dit, c'est qu'il a été confronté à son entourage. Quand il parle de satanisme pur et dur, il veut faire allusion à quoi? Il parle également des faux prophètes. Mais c'est la religion dévoyée. Les peuples occidentaux ne croient plus. C'est un fait. Les églises sont vides. Les pratiques obscènes prennent du pic, selon le discours du président Poutine. Et donc, la moralité religieuse a foutu le camp? Il y a un livre qui est sorti dans les années 1800 qui parlait de la déchéance européenne. Déjà seulement en termes de la question religieuse, il parlait que les peuples européens sont en train de se départir de la moralité religieuse. Et donc, cela fragilisera leur acceptation auprès des autres peuples, parce qu'ils essayent de promouvoir des pratiques qui sont condamnées par la religion ou bien alors par la moralité communément partagée par l'humanité. Trouve-t-on des pays qui partagent l'idéologie de M. Poutine? Des récents coups d'État en Afrique, on parle de libération coloniale. Oui. Là où la Russie est installée, non, logiquement, ils partagent une affinité idéologique. Oui, et le parcours de la Russie dans les questions d'indépendance au niveau de l'Afrique permet de montrer qu'il y a une certaine acquaintance idéologique. Quand je vous parle du manifeste de Karl Marx, prolétaire de tous les pays du monde, unissez-vous, de Trotsky, ne voyez-vous pas tour à tour les puissances impérialistes arriver, tout ce discours-là lourd d'essence qui parle à la classe ouvrière ou alors aux pays colonisés, Poutine essaye de remettre ça sur la table et essayer, tant bien que mal, à susciter un intérêt auprès des pays africains pour se libérer. Est-ce qu'il ne regarde que ses intérêts? Tout à fait, le discours... C'est une question d'intérêt. Tout à fait, le discours de Poutine est construit pour se faire des alliés.
Déjà parce qu'il pose un acte qui est en contradiction avec la pratique du droit international. Et donc il veut se construire des alliés au cas où cette question est admise au Conseil de sécurité pour connaître de la négation de l'acte qu'aurait posé ou alors de ce référendum qui a existé, ce qui a été le cas. Et quand vous voyez 17 pays qui émettent une abstention, vous convenez avec moi que le discours a peut-être été entendu. Parce que si ça avait été unanimement rejeté, Poutine serait seul aujourd'hui. Or, aujourd'hui, il a les coups de franche pour dire que il peut se projeter et dire, par exemple, que ces 17 pays-là, ils ne sont pas peut-être contre, mais ils entendent le discours que j'ai tenu. Le monde est rentré dans une période de transformation fondamentale, révolutionnaire. De nouvelles puissances émergent. Elles représentent la majorité de la communauté mondiale et sont prêtes non seulement à proclamer leurs intérêts, mais à les défendre. Elles voient dans la multipolarité un moyen de renforcer leur souveraineté et ainsi de conquérir la liberté véritable. Une perspective historique, leur droit au développement créatif, original, à un développement harmonieux. Est-ce que c'est une mise en garde où M. Poutine fixe le cap pour l'avenir de la Russie et de la multipolarité? Le continent africain est-il à l'abri qui contrôlera l'Afrique? Le président Poutine fixe le cap pour les intérêts de son pays. Il fixe le cap, mais les intérêts de son pays ne sont pas en négation avec les intérêts des autres pays tels que c'est pratiqué présentement. Parce que les intérêts américains ont tendance à nier les intérêts des autres entités. Vous avez la négation des intérêts occidentaux. Ici, déjà, sur la question de Nord Stream, pourquoi est-ce qu'on va bombarder cette installation juste pour nuire aux relations qui pourraient exister entre les États occidentaux et la Russie? On revient encore à la question de la politique d'endiguement, qui a dit de diminuer l'influence russe dans le monde, l'expansion de l'influence russe dans le monde. Cette politique d'endiguement qui a été définie à la période de la guerre froide et la question de la dissuasion telle qu'on a parlé dans les précédentes émissions. Mais qui contrôlera l'Afrique? L'émanation du discours de Poutine, il veut, moi j'ai toujours dit, il veut remettre, avec la multipolarité, remettre au goût du jour le sens de l'humain, remettre l'humanité au centre de la marche des États. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'humain qui est au centre, c'est la dollarisation. On définit la valeur humaine en fonction de la quantité de dollars qui circulent dans ce pays-là. En fonction de la quantité de dollars, des transactions qu'il y a entre les États-Unis et les différents pays. Ou alors la qualité des relations qui existent, l'acceptation des valeurs qui sont définies par le grand patron, le grand suzerain, les valeurs homosexuelles qui sont partagées, qui sont gages de transfert de capitaux. On vous transfère le capital si vous acceptez de telles valeurs. C'est la remise en question que le président Poutine essaye de faire dans ce discours pour proposer un monde qui accepte les divergences idéologiques et qui accepte les intérêts des autres dans la recherche d'une certaine convergence intéressée des différentes parties qui sont sur la table de négociation pour tel ou tel marché. Mais la multipolarité est venue, entend s'installer, mais est-ce que les États-Unis vont se laisser faire? Et qui contrôlera l'Afrique? Si vous permettez que je réponde, c'est aux Africains de chercher à contrôler l'Afrique. Mais j'ai tendance à voir sur les réseaux sociaux, par exemple, que les Africains sont les véritables combattants de l'impérialiste. Donc ça veut dire quoi? Ils combattent pour la préservation de l'impérialisme
sur le continent africain. Est-ce que c'est une divergence idéologique ou alors une affinité avec le patron, qui lui-même a un patron? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sauf, toujours est-il que il y a des voix telles que la mienne et bien d'autres qui essayent de s'affirmer idéologiquement, qui essayent de se construire une certaine histoire départie de toute cette art colonialiste-là et affirmer, n'est-ce pas, leur humanité à qui veut l'entendre. À qui veut l'entendre, et ma foi, c'est ce qui est fait dans les pays où vous avez les révolutions que vous avez citées, où on brandit certes le drapeau russe en termes d'allégeance peut-être, mais je pense que quand on a envie de mourir, tel s'il y a un simple bois ou c'est un serpent, on va tout simplement s'accrocher d'abord avant de voir la suite. Aujourd'hui, nous sommes embrigadés. L'essentiel pour l'Africain, c'est de se libérer. Et la liberté, si elle vient avec l'existence de la Russie dans notre sphère, c'est la bienvenue. L'Afrique est toujours à la recherche des fonds, l'Afrique est toujours à la recherche des investisseurs. Est-ce que ce n'est toujours pas un bis repetita, un investisseur, une multinationale? On sait très bien que quand une multinationale arrive, c'est pour faire des intérêts, c'est pour ses intérêts. Tout à fait, mais maintenant, est-ce que nous-mêmes nous n'avons pas la capacité de bâtir des multinationales? Et maintenant, les multinationales même que nous avons, quel est le comportement qu'ils ont? Ils ont le même comportement que les multinationales. Il n'y a aucune africanité dans leur mode de fonctionnement. Il n'y a aucune africanité. Le traitement des salariés, on recherche toujours le profit, on recherche toujours à marginaliser même les intérêts du salarié. On essaye toujours à servir l'autre pour se faire plus de profit. Alors on est baigné dans cette idéologie unilatéraliste qui vient avec ces concepts du nouveau capitalisme, c'est-à-dire le néolibéralisme. Et le libéralisme, toute cette théorie-là qui vient de montrer la super libération que le capitalisme pourrait apporter à l'humanité. Mais sauf que c'est toujours la recherche effrénée du profit qui gouverne le capitalisme. Il n'y a aucun humain là derrière, il n'y a aucun humanisme là derrière. S'il y a mes intérêts, alors je fonce. Et c'est la politique que les États-Unis mènent. Maintenant, le multilatéralisme, peut-être, je peux me tromper, essaye d'apporter cet humanisme-là dans la gestion des relations ou alors dans la gestion du management des organisations qui, ma foi, est quelque peu tronqué dans ce que, je pense, les leaders actuels sont trempés dans cette recherche effrénée du profit. Nous arrivons au terme de cette émission, on est au terme de l'analyse du discours de M. Poutine. Une guerre économique, une guerre idéologique, M. Poutine dit que la Russie retrouve le grand chemin spirituel que de nombreuses générations de nos ancêtres ont emprunté pendant plus d'un millénaire d'existence de l'État russe. La Russie imposera-t-elle le respect des valeurs spirituelles qu'elle incarne à ses partenaires? Je pense juste que c'est un discours de rupture déjà, il faut garder cela en tête, c'est un discours de rupture, et une rupture idéologique, une rupture dans les actions, une rupture communicationnelle même, parce qu'elle est provocatrice, elle n'est pas teintée d'euphémisme qui essaye de cacher les véritables ambitions de celui qui viendrait, n'est-ce pas, nous opprimer, tel que le suzerain le fait aujourd'hui. Vous savez, c'est encore une bifurcation que je vais faire pour rappeler ici la question du sécessionnisme au Cameroun. On a sorti le Cameroun de l'AGOA. L'AGOA, c'est le truc, je dis bien truc, qui essayait d'aider les pays africains, qui essaye d'aider les pays africains avec les moyens financiers pour développer soit l'agriculture. Mais on a sorti le Cameroun de là. Pourquoi? Parce que le Cameroun refuse la sécession. Le Cameroun veut affirmer sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire. Mais est-ce que
le président Poutine, avec ce discours-là, est-ce qu'il est en contradiction avec l'affirmation de la souveraineté des États africains? Non, il n'est pas en contradiction. Est-ce que les valeurs qu'il essaye de dire que ce sont des valeurs humaines, ce sont des valeurs qui préservent l'humain, sont des valeurs qui ne sont pas rencontrées au niveau africain? Non, c'est aussi un discours rassembleur qui essaye de rassembler les pays qui ont encore un peu l'idée de l'humanité, qui ont encore un peu l'idée que l'homme est en voie de disparition si on s'aventure dans cette voie que le suzerain a bien définie pour nous. Or, nous avons la capacité de définir une ligne que nous avons l'obligation de respecter si nous voulons avoir encore une certaine crédibilité auprès des générations futures. Et donc le président Poutine ici met en lumière la force de la tradition, la puissance de nos traditions, la puissance de nos valeurs culturelles, de nos valeurs cultuelles, j'ai envie de dire, pour que la préservation qu'il veut multilatérale soit effective, sans toutefois imposer cela à qui que ce soit. Il faut que ce soit d'un commun accord que nous convergeons vers cet idéal que le multilatéralisme essaye de vouloir prôner. Et s'il parle des ancêtres qui ont emprunté pendant plus d'un millénaire d'existence cette foi orthodoxe qui voudrait amener en idéologie à la jeunesse russe. Tout à fait. Tout le monde sait que les Russes sont des fervents croyants à la religion orthodoxe. Cela n'empêche qu'il y ait l'existence ou alors la cohabitation d'autres obédiences religieuses. Mais le point fondamental que, ma foi, je pense qu'il aimerait mettre en avant ici, c'est de respecter ce qui est fondamental pour la préservation de l'existence. Est-ce que dans nos traditions, bien qu'elles soient religieuses ou en dehors de la religion, qui est un fait culturel d'ailleurs, est-ce que la préservation de l'humain ne coïncide pas avec les traditions africaines? Par exemple, si on se questionne simplement, est-ce qu'on se retrouve là avec un discours qui sort j'ai envie de dire, des arcanes du mysticisme? On a l'impression que M. Poutine fait appel aux ancêtres pour protéger sa population. Non, il ne fait pas du mysticisme, non. Il est juste là en train de vouloir rappeler que nos ancêtres ont vécu d'une certaine manière. Essayons de conserver cette manière, ce mode de vie-là. Oui, il dit que la Russie retrouve le grand chemin spirituel que de nombreuses générations de nos ancêtres ont emprunté. Mais tout à fait, il rappelle ici le mode de vie des ancêtres qui ont vécu sous une certaine orthodoxie. Et on sait que cette orthodoxie, à l'époque, était très puissante. Mais justement. Il allie politique et la religion est un fait politique. On ne peut pas délier les deux. La religion est un fait politique. On utilise la religion pour construire même déjà l'idéologie de la nation. Est-ce qu'il ne met pas la religion en avant avant la politique? Parce qu'il base son idéologie sur la spiritualité que de nombreuses générations, les ancêtres russes, ont légué. Pourquoi est-ce qu'il va se départir de la religion qui est un fait qui construit les consciences? Pourquoi? Dans son action politique, si la religion rencontre son idéologie politique, il essaye déjà de mettre ça en commun pour construire la conscience du russe qu'il voudrait. Donc ici, on peut dire qu'il veut contrer le genre qui veut être importé de l'homme je comprends bien où vous voulez m'emmener, mais vous comprenez les bifurcations, la censure, l'autocensure que j'essaye de prôner ici pour ne pas rentrer dans ce qui pourrait être qualifié comme un discours qui stigmatise. Mais ce discours-là est fondé sur des valeurs
bien que religieuse, mais au-delà, et qui rencontre des affinités avec les discours qui sont éparpillés dans le monde. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission des géopolitiques sur l'analyse du discours du président Poutine. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines émissions. À très bientôt.